Bien, bonjour, merci d'être ici. Pour commencer, on va expliquer un peu le déroulement. Donc, le projet, on est plusieurs personnes impliquées dans ce projet-là. Donc, je vais commencer par expliquer l'ensemble du projet et par la suite, Richard va intervenir. Après ça, je vais revenir. Après ça, François Cavaillaz va intervenir. Non, Claude Cadia va intervenir. Après ça, François Cavaillaz va intervenir. On s'organise pour qu'à 2h30, ou à peu près, ça soit la pause. En fait, ça paraît pas, mais il y a une structure logique dans notre histoire, là, fait que c'est organisé, vous allez bien voir. Donc, on vous présente cet après-midi le projet Déterminants urbains de la santé issus des données d'observation de la Terre. C'est un projet qui comporte plusieurs organismes, plusieurs individus. C'est un projet qui a été amorcé aussi depuis plusieurs années, et cette année, ça s'est concrétisé par un support financier de l'Agence spatiale du Canada et aussi en l'été dernier par un vol aéroporté de la ville de Montréal. Donc, on s'entend. Je pense que je vais prendre Donc, il y a l'Agence spatiale canadienne, l'Agence de la santé publique du Canada, Environnement et changement climatique du Canada, la ville de Montréal, bien entendu, avec les deux universités. Ça va? Je vais le dire. Donc, on est à Montréal, 1784, sur le sommet du Mont-Royal. À cette époque, ils avaient des problèmes un peu différents de ceux qu'on connaît. Les rues, c'était de la boue. Les maladies, on peut s'imaginer ce qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc, d'autres sortes de problèmes. On est rendu maintenant en... Il est là ou c'est moi qui est stressé? Je sais pas. OK, donc, on est Montréal en 2000 quelques. On est à peu près au même endroit que l'image que vous avez vue précédemment. Ce que ça donne, c'est quoi? C'est un cadre construit, minéralisé. D'autres sortes de problèmes, encore une fois. Nos rues sont asphaltées, donc il y a moins de boue, moins de maladies qu'on pouvait connaître à l'époque. Par contre, des problèmes environnementaux, des problèmes de pollution, des problèmes thermiques, potentiellement des problèmes de maladies infectieuses. Donc, environnementalement parlant, il y a une adaptation qui doit se faire et le projet va porter justement sur ces thématiques-là actuelles qui nous touchent. Avant d'embarquer ou de vous présenter le projet tel quel, on va juste faire une petite historique de savoir d'où ça vient, le projet en tant que tel. Donc, on était parti il y a environ 8-10 ans avec la Ville de Montréal, le Centre de sécurité civile à l'époque, le CRE, le ministère des Affaires municipales, le DSP, Environnement Canada, le Fonds d'action changement climatique, la Ville de Granby, Oranos, SCHL. Donc, différents projets qui ont permis de nous familiariser avec le thermique, avec différents aussi institutions, être capable de voir un peu mieux les besoins des municipalités, être capable de comprendre quels sont les enjeux. En milieu académique, en milieu recherche, on peut avoir des intérêts. Ça ne veut pas nécessairement dire que les intérêts de recherche correspondent toujours aux besoins du milieu. Il y a des relations quand même à établir. Être capable de mieux comprendre ce qui peut se passer en termes de besoins. Un exemple simple, on peut parler de dégradation thermique, on peut parler de végétalisation, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est pas juste savoir qu'il faut végétaliser, c'est où disposer la végétation pour abaisser de tant de degrés à tel endroit, comment on peut faire pour être capable d'aménager la ville pour répondre mieux aux besoins. On a commencé tranquillement à bien comprendre les besoins, mais techniquement, on n'avait pas nécessairement les outils à l'époque pour répondre à ces besoins-là, mais on a pu avancer quand même. Les projets à l'époque qui ont pu se faire, un qui a été fait avec le Centre de sécurité civile de la Ville de Montréal, c'est avec Mme Larreau à l'époque, c'est être capable d'établir la relation qui existait entre la défavorisation sociale matérielle, avec la dégradation thermique, la présence d'îlots de chaleur. Donc, les policiers pompiers font ce qu'ils appellent des portes, c'est-à-dire quels sont les endroits névralgiques où les policiers pompiers doivent se déplacer pour répondre aux besoins. Donc, des combinaisons de données démographiques, socio-économiques, avec des données issues d'images satellites pour être capable de cibler les endroits. Donc, c'est une application qui répondait il y a quelques années aux besoins, mais on se rend compte qu'on travaille à ce moment-là toujours avec des images satellites, 120 mètres de résolution, entre 60 et 120 mètres de résolution.
qui donne une vision régionale, mais pas nécessairement la vision locale souhaitée tout le temps. Mais encore une fois, c'était nos traitements à l'époque de départ. Ça nous a permis aussi de faire des cartes du portrait du Mont-Royal, de faire des portraits des différents arrondissements. Encore une fois, ce genre de cartographie-là, si on travaille aussi dans des périodes d'évolution, 84-2005, ça nous permettait de voir que tranquillement, le Mont-Royal s'était fait grignoter un petit peu. On se souvient des joueurs des Alouettes là, qui avaient augmenté leur superficie de terrain de football. On se souvient de pavillon Jean Coutu, Université de Montréal, les terrains de stationnement du Royal Vic qui ont été grignotés. Donc, on peut reconstituer un petit peu l'historique d'évolution territoriale, juste avec la thermographie. Donc, encore une fois, ça vous donne une vision intéressante, mais est-ce que c'est suffisant pour répondre au milieu municipal? Pas encore. Ça permettait de faire des comparaisons municipales. Ça, les municipalités, par contre, aimaient bien la chose. Quand on allait dans des colloques avec plusieurs municipalités, être capable de voir quelles sont celles qui présentent un portrait thermique qui se dégrade, qui s'améliore, etc. Intéressant globalement. Continue. Donc, cartographie thermique classique. Ce qui nous a mené en 2012 à un autre genre de produit, et c'est vers quoi on voulait se diriger, c'est être capable de réaliser une cartographie thermique, mais cette fois avec une autre genre d'imagerie, l'imagerie aéroportée. On passe donc du 120 mètres, 60 mètres ou 90 mètres avec Aster et autres, donc dans cette catégorie-là. On est tombé dans du 80 et du 25 cm. Du 80 cm et du 25 cm. 25 cm, c'est une tuile de plancher, un 12 par 12, là, 12 pouces pour 12 pouces. C'était un changement technologique, mais c'est aussi un changement d'habitude, 25 cm, 25 cm. En termes de volume de données, il faut apprendre à travailler avec cette quantité-là. Assez pour que des fois, tu travailles avec des imageries si fines, tu dis, je vais me distancer. Donc, tu commences à réagréger de l'image pour dégrader, pour passer des fois à des résolutions plus grossières. Le choc a été, je ne sais pas, un choc post-traumatique, mais passer du 120 mètres au 25 cm, il y a une adaptation à faire. Parce qu'on ne parle plus maintenant de mixels en termes de cadastre, mais on parle de mixels en termes de toiture, en termes de contenu à l'intérieur. Donc, tranquillement, il y a eu le thermique s'est développé à ce niveau-là. François Cavalier, de son côté, s'intéressait aussi à tout ce qui était associé à la pollution de l'air, les particules 2.5. Donc, d'où l'usage de deux types d'outils, TABI et CASI. Dans le cadre du CASI, c'est de l'hyperspectral. François va en parler tout à l'heure. Dans le cadre du TABI, dans le thermique, c'était une bande. On va voir que pour ce qui s'est passé en 2016, l'année passée, on travaille avec l'hyperspectral aussi dans le thermique. Donc, et dans le visible et dans le thermique, ça va être l'hyperspectral. Donc, le projet de test, à l'époque, couvrait quand même une assez bonne partie de la ville de Montréal. Ça nous a permis de faire les tests nécessaires pour avoir la certitude que ça valait la peine de poursuivre le projet, mais cette fois-ci à l'ensemble de l'île de Montréal. Donc, c'est une chose qui a été faite en 2016. Donc, du projet, des différents projets qui existent depuis X nombre d'années, une dizaine d'années, on est arrivé à déposer un projet à l'Agence spatiale canadienne qui touche 3 volets: la chaleur accablante, les concentrations de microparticules et les maladies infectieuses. Donc, des projets qui s'entrecoupent à différents niveaux. L'élément essentiel, c'est l'élaboration d'une base de données commune dont le contenu va pouvoir servir d'un projet à l'autre. Si on parle d'humidité des sols, dans le cas des maladies infectieuses, ça peut être intéressant. On voit qu'il y a une relation entre l'humidité des sols et ce qui peut être associé à la chaleur accablante. Ce qui est associé à la chaleur accablante a un lien avec aussi les particules fines au niveau de la pollution de l'air. Donc, 3 projets distincts qui sont menés par Claude Codier, François Cavarias et moi-même, mais dans le cadre, il y a une base de données qui est commune. Donc, c'est un des défis aussi, être capable de créer une base qui est cohérente. On va le voir tout à l'heure. Les objectifs, donc, c'est la création de la base de données, puis être capable aussi de développer des outils de visualisation qui vont permettre d'interpréter toute cette somme de données-là. La quantité de données est quand même assez importante. C'est classique, là, dire, il y a de l'imagerie, il y a de la donnée vectorielle, il y a des données terrain, mais les images, il y a du radarsat, bien sûr, de l'aéroporté,
et d'autres types d'images satellites, Landsat, Aster et autres qui vont être intégrés. Dans le cadre des bases de données, nécessairement, il y a la BNDT, BTTQ, du cadastre, des modèles d'élévation, des cartes d'utilisation du sol, des données des qualités de l'air. Donc, un amalgame de données terrain aussi, qui ont été prélevées et qui continuent à se prélever aussi. Donc, c'est des quantités de données assez importantes. Une préoccupation qu'on a aussi dans ce projet, c'est d'être capable de faire des validations croisées. Donc, un exemple, lorsqu'il y a eu le vol l'année passée, en 2016, on avait appris de 2012 du vol précédent, donc on a installé avec la Ville de Montréal et Environnement Canada des stations Hobo pour la température de l'air de surface, des petites sentinelles, les bottines pour prendre la température de surface avec les bottines, température de l'air avec les Hobo qui étaient installés partout un peu à travers la ville. Il y avait eu pour la localisation, des toiles Tyvek qui avaient été installées un peu partout à travers la ville pour faire du positionnement, une vérification du positionnement. Donc, même si on travaille avec des données hyperspectrales dans différentes longueurs d'onde, même si la résolution est très élevée, il y a un besoin de valider ce qui va être produit parce que ce qu'on souhaite réaliser, en fait, ça c'est le projet, la couverture qui a été réalisée l'année passée. Donc, il y a plusieurs lignes de vol, comme vous pouvez vous en douter. En fait, c'est qu'il y a plusieurs produits qui vont être générés avec ça, des cartes d'émissivité, des cartes thermiques, donc toute une panoplie de produits. Mais ces documents-là, c'est pas juste des documents qui vont être produits dans nos bureaux et qui vont rester. C'est ce qu'on souhaite, c'est que ce soit des documents qui soient utilisés par différents organismes et de là qu'il y ait des actions, qu'il y ait des décisions qui puissent se prendre. Donc, il y a une volonté puis une préoccupation que le matériel qui soit développé, il y a un niveau de véracité assez grand et que l'erreur qui est présente, on puisse la chiffrer et qu'on puisse soit capable de vivre avec cette erreur-là aussi. On fera nécessairement des projets qui vont comporter une marge d'erreur, mais ce qu'il faut, c'est la connaître aussi. Donc, c'est une préoccupation importante. Je sais que de la part de M. Mongeau, on est bien suivi. Non, mais faire sa part, c'est préoccupant parce que les appareils ne sont pas tous fiables et il y a toutes sortes de situations qui font en sorte qu'on peut perdre des petits appareils. On essaie de voir le pourquoi, pour quelles raisons il y a des variations de température entre une valeur prélevée et celle avec l'avion. Donc, il y a un niveau de compréhension développé parce qu'on ne travaille plus non plus donc avec du 60 mètres, 120 mètres. On travaille dans l'ordre du mètre et du 2 mètres. Donc, c'est un avantage et en même temps des éléments de complications supplémentaires. Donc, ça va être Monsieur Mongeau. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, Richard Mongeau de la Ville de Montréal. C'est un résultat préliminaire des traitements qui sont faits actuellement sur les données captées en juillet-août 2016. Des températures de surface de jour qu'on a drapé avec un outil qui s'appelle GENIAC. On emploie cet outil-là depuis quelques années. GENIAC a drapé ça sur la maquette de base de la Ville de Montréal. C'est un peu flou, mais ça voulait représenter des données générées à une résolution de 60 mètres ou 120 mètres qui cherchaient à être utiles à différentes unités de la Ville de Montréal. Il y a 3 groupes principaux intéressés par les résultats de nos travaux. Sécurité civile, comme Yves l'a dit, ces gens-là, ils s'intéressent à intervenir lors de la chaleur accablante. Ils font du couplage avec des populations vulnérables, puis dans des secteurs densément peuplés. Une façon de combattre ces lots de chaleur-là, c'est le plan de canopée de la Ville de Montréal. Il y a des millions qui sont mis sur une période de temps de 5 ans pour faire de la plantation des arbres, au même moment qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont abattus à cause de la grille du frein. 3e champ d'activité, l'aménagement urbain. Plein de projets, vous le voyez dans le centre-ville, de futurs tours à condos, bureaux, dans un contexte où il y a des problématiques de chaleur accablante. Donc, ces gens-là, ça cherchait à être documentés d'une façon plus fine. Yves l'a expliqué. Voici une façon
de les alimenter. Sécurité civile, place de festival, 2012, 25 cm de pixels, ça donne ça comme résolution. Température de surface de nuit. Remarquez bien les toits des bâtiments qui ont repris de la fraîcheur, mais le bitume, les endroits où les festivaliers se font aller, là, c'est densément peuplé le soir, sont vulnérables aussi, mais ils sont bien hydratés. Deuxième projet, je reviens en arrière, verdissement. Les gens des parcs en ce moment essayent de trouver les nouvelles zones qui peuvent planter des arbres. Vous avez le secteur de l'ETS. Ceux qui connaissent l'ETS, c'est le bâtiment triangulaire ici. Vous voyez le toit dans le jour avec sa chaleur. Vous voyez l'ombre du qui vient faire une zone de fraîcheur. J'ai mis sur le bas l'orthophoto pour bien vous montrer qu'il y a une réaction différente du gazon ou du gravier, voire de l'asphalte par rapport au niveau thermique de la chaleur. Vous voyez bien aussi l'apport de la végétation arboricole dans un secteur qui a un bâti urbain. Ça vient beaucoup atténuer l'effet de la chaleur. Ça va leur servir, les gens des parcs, là, comme données pour les diriger vers la plantation des arbres au cours des prochaines années. Autre domaine, nos confrères urbanistes, en ce moment, travaillent sur de nombreux projets. Ça, c'en est un, le programme particulier d'urbanisme Quartier des Gares. Ils travaillent aussi dans le coin, la sortie du pont Champlain, le projet d'hippodrome. Puis, il y a déjà des planifications pour changer l'occupation du sol, puis on les alimente avec la valeur thermique de la chaleur au sol, la nuit, puis les îlots de chaleur. Il y en a qui me demandent, ça sert-tu ces projets-là? Oui, ça sert. Ça sert directement des unités en ce moment. Il s'agit de terminer nos calculs, nos contrôles de données, nos traitements de correction, puis on va pouvoir leur acheminer ces données-là pour leurs travaux. Le vol, juillet-août 2016, beaucoup de plaisir avec François Cavaillard, ça a échangé avec les gars d'ITRES de Calgary. Puis on avait demandé qu'il y ait un interlocuteur québécois francophone, parce que mon anglais peut être spécial, puis c'est ça. Puis ces gens-là étant loin, des fois, il y avait moins de sensibilité par rapport peut-être à nos directives. Le gars au Québec, on va se revoir si ça ne va pas bien. On avait beaucoup de contraintes dans le jour. Dans le jour, là, à Montréal, c'est une île, donc dans le jour, à partir de l'heure du midi, les nuages montent à Montréal. Puis ça devient une problématique de saisie de données hyperspectrales. Deuxième contrainte, l'aéroport d'Orval. L'année passée, il y avait des problèmes de radar, donc ils perdaient momentanément, à quelques occasions, les avions dans le ciel de Montréal. Donc, il y avait plus ou moins l'idée de nous voir en plus parmi les avions qui arrivaient d'Europe, et etc. On a su ça après plusieurs semaines de problématiques. On a dû prendre une décision, fait qu'on est passé d'une proposition d'y aller à 1 mètre la nuit et 1 mètre le jour pour les données thermiques. On est passé à 2 mètres le jour. Mais on est resté avec une résolution d'1 mètre la nuit pour la donnée thermique, sur 32 bandes. Couplé au capteur thermique, le jour, il y avait une caméra qui allait chercher l'imagerie dans les spectres du visible puis proche infrarouge, sur 96 bandes. Comme arpenteur géomètre, chef d'équipe de projets spéciaux, je faisais une analogie très bien avec la géodésie, les points de contrôle photogrammétriques, puis notre idée, on l'a fait avec Environnement Canada, puis certains aussi capteurs thermiques des universitaires, on a quadrillé l'île de Montréal de contrôle géométrique puis thermique. L'image est floue. Il n'y a pas moyen de baisser un peu l'éclairage. Hein? Parce que Youssef, là, c'était son œuvre, puis là, il n'y a pas satisfaction. Il est où, Youssef? Désolé, Youssef. Donc, Youssef, là, il fait des fiches de contrôle qui montrent les e-buttons. E-button, c'est ça, un capteur thermique là, de surface. C'est une petite rondelle qu'on a programmée aux 30 minutes pour capter température de surface. 3 mètres au-dessus du e-button, on a installé un capteur thermique de l'air, OBO. C'est un modèle qui avait été suggéré par Environnement Canada.
Donc, à chaque 30 endroits, au sol, sur une surface connue, identifiée, en mettant un High Button, puis au-dessus, un Hobo. À 11 autres endroits, on a mis des tuiles de 3 mètres par 3 mètres en matériaux de Tyvek, puis on a aussi fait quelques marquages. Mais les gars terrain se sont même permis d'aller faire un marquage 3 mètres par 3 mètres dans un stationnement privé. Le propriétaire n'était pas vraiment content. D'autres contrôles, on a des stations permanentes à la Ville de Montréal d'enregistrement des microparticules, les PM2.5. Donc, les chercheurs ont accès à ces données-là pour faire de la validation et des contrôles de la modélisation des microparticules. Vous avez une station type en haut, vous la voyez, capteur. Cette station-là, dans le centre-ville, il y a une histoire, vous allez revoir dans la presse de Montréal. Elle venait changer les statistiques des journées où il y avait une mauvaise qualité de l'air à la Ville de Montréal. Parce qu'elle était située trop près d'une pizzeria four à bois. Ils l'ont déplacée l'année passée. Fait que les statistiques sur plusieurs années étaient inquiétantes, puis à un moment donné, ils ont constaté que c'était l'influence de la pizzeria. La pizzeria est encore là, mais pas le capteur. iTrace, ils ont pris notre modèle numérique de surface créé par le LIDAR aérien qu'on a fait capter en novembre 2015, 10 points au mètre carré, plus ou moins 20 cm, puis ils sont venus corriger leurs données hyperspectrales avec cette donnée-là. Ça donne déjà un bon point de vue, même si c'est une donnée brute, d'une belle représentation territoriale. Dans ce cas-là, c'est du visible et de l'infrarouge. Vous savez, c'est le dada de mon équipe, la représentation 3D. Fait qu'on produit l'heure de vérité. Une maquette 3D faite par photogrammétrie depuis déjà plusieurs années, 2009 si je ne me trompe pas, par photogrammétrie. Fait que chacun des toits, il est capté avec un niveau de détail, puis après ça, les murs sont extrapolés vers le sol. On a un bon modèle numérique de terrain sur lequel on met de la photographie aérienne. Mais on peut mettre d'autres choses aussi. Une donnée thématique comme les îlots de chaleur. Donc, l'outil GENIAC chez nous s'est employé à générer cette représentation-là thématique sur nos maquettes de base, la donnée thermique. Puis regardez bien, là, la bonne localisation, la bonne superposition des toits représentés par les codes couleurs. Vous devinerez que le rouge, c'est une chaleur accablante. Puis après ça, il y a une dégradation en fonction du refroidissement. Ça, on a réussi à faire ça. C'est une donnée là, préliminaire, mais pour l'arrondissement Ville-Marie, là, on a fait ça tout dernièrement. On voulait vous en faire profiter. Vers quoi on va procéder au cours des prochains mois? Première partie, il nous en manque un bout en haut à gauche. Nos bâtiments 3D, ce n'est pas des mèches couvrant l'entièreté de notre bâti urbain. Chaque bâtisse est individuel, puis c'est en norme CITES-GML. Chaque bâtisse est une base de données. Fait qu'on peut associer sa base de données-là autre chose que du blanc. Normalement, là, on devrait avoir un extrait du rôle d'évaluation, puis on veut y associer aussi des éléments par rapport à la température de surface de jour, de nuit. De la même façon, on va découper notre modèle numérique de terrain avec le cadastre pour associer à chaque lot, encore là, un code par rapport à la température de surface. Dernière partie du projet, pour notre ami Claude, faire la prédiction des îlots de chaleur à partir des données qu'on possède. Ça veut dire les hauteurs de bâtiments, les matériaux des toits, du sol, notre couvert végétal, essayer de prédire quel serait l'îlot de chaleur en fonction de transformation de l'aménagement urbain. Puis, finalement, avec les données 2016, ça devient comme un barème, une vérification des situations qu'on a eues en 2016. C'était en fonction des paramètres qu'on va lui donner, bien, il pourrait vérifier ses résultats avec qu'est-ce qu'on a mesuré. Ça termine ma partie de vous mentionnant ce que la Ville de Montréal compte faire de ces données-là au cours des prochaines années.